Bon, bonjour tout le monde. Donc, comme vous l'avez entendu, j'arrive de Madrid. On va essayer de baisser un tout petit peu la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Après avoir entendu cette présentation, je me dis que finalement, les missions spatiales, c'est pas si cher que ça et c'est pas si complexe que ça. Je suis très impressionné. La seule différence, je pense, majeure, c'est que nous, on n'aime pas les bugs. Mais il faut que ce soit fiable, pas de bugs, et on n'innove pas trop, en fait. Mais voilà, il faut que ce soit robuste. Alors, cette mission, c'est JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer. On part vers Jupiter, on va explorer les lunes de glace de Jupiter. Et ce qui s'est passé le 14 avril de cette année, 14 avril 2023, depuis la Guyane française, le sport spatial européen, on a lancé notre mission avec l'avant-dernière Ariane 5. Vous savez maintenant que la ligne de production Ariane est terminée, on va passer à Ariane 6. C'était l'avant-dernier lancement. J'ai eu la chance d'aller le voir avec la famille, c'était absolument magnifique et en même temps la peur que tout explose après 10 ans de travail. Heureusement, tout s'est bien passé. Notre destination, c'est Jupiter. Vous connaissez tous cette planète, votre système solaire. Vous connaissez peut-être moins les lunes de glace que sont ici, vous voyez les trois plus grosses, Callisto, Ganymède et Europe. La petite plus près de Jupiter, elle s'appelle Io. On va en parler tout à l'heure un tout petit peu, mais ce n'est pas une lune de glace. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux lunes de glace en premier lieu? Alors, c'est un peu une perspective historique qu'il faut avoir. Tout au début, au XVIe siècle, une nuit de janvier, le 6 janvier 1610, 7 janvier, Galiléo, à l'époque, donc qui arrivait après Copernic, il regarde le ciel avec la lunette qu'il avait construite lui-même, et il s'aperçoit qu'il voit trois petits points autour du disque de Jupiter. Il n'a aucune idée à l'époque de ce que c'est, puisqu'à l'époque, l'Église impose la vision du monde que tout tourne autour de la Terre. D'accord ? Donc il n'y a pas encore le concept de dire il y a d'autres corps qui tournent autour d'autres corps qui ne sont pas le Soleil. Copernic avait déjà eu l'idée, mais il était bien entendu assez prudent. Il a évité de trop publier ses travaux. Mais en fait, cette découverte, il s'est avéré que c'était les lunes galiléennes. Il les a appelées comme ça, enfin, elles ont été appelées comme ça plus tard. Ce sont des corps en orbite autour de Jupiter et ça validait en fait le modèle de Copernic de l'époque. Okay, donc c'était une énorme avancée. Ensuite, il faut attendre des siècles avant qu'on ait l'avènement de l'exploration spatiale robotisée avec les premières sondes comme Voyager et Pioneer. Donc dans les années 70 du siècle dernier, les premiers survols des lunes de glace et du système jovien, où on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont des corps faits de glace. Ça explique pourquoi ils sont si brillants dans les télescopes. En parallèle, sur Terre, il ne faut jamais oublier ce qui se passe sur Terre, on découvre les habitats profonds, au fond des océans. Ça veut dire qu'on découvre pour la première fois que la vie est possible, même sans lumière du soleil. C'est fondamental. Vous êtes habitué à la vie en surface, basée sur la photosynthèse des plantes et tout ce qui en découle. Au fond des océans, on s'aperçoit qu'il existe aussi une vie foisonnante malgré l'absence de lumière. Un petit peu plus tard, on s'aperçoit, notamment grâce à la sonde Galileo et la sonde Cassini, que vous voyez ici autour de Saturne, que en fait, sous ces lunes de glace, sous la surface de ces lunes de glace, on a des océans d'eau liquide. Donc évidemment, c'est une découverte majeure puisque, vous allez voir, ça permet de parler d'astrobiologie, de vie extraterrestre. Vous avez en parallèle la découverte des exoplanètes. Peut-être vous avez suivi si vous aimez l'astronomie. On en est à plus de 4000 exoplanètes découvertes depuis 2012. On s'aperçoit en fait que l'existence de planètes de la taille de Jupiter est très commune dans la galaxie. On a de l'eau partout. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres lunes de glace autour d'autres planètes géantes dans la galaxie et d'autres océans. Et voilà, on en est ici. On en est là. Et maintenant, on envoie la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne et la mission NASA Europa Clipper. Elles vont arriver en même temps dans le système et faire les explorations des lunes conjointement. Vous avez entendu peut-être parler de l'habitabilité. Si vous entendez ça dans la presse, c'est un concept qui est assez compliqué à comprendre parce qu'il est très souvent mal présenté. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller sur la lune de glace pour survivre à la destruction de la Terre à cause de quoi que ce soit. C'est simplement voir si on a un environnement qui fournit les ingrédients nécessaires à la vie telle que la connaissons. On n'a pas le temps de développer quelle est la définition de la vie. On se base là-dessus sur une définition de la NASA de 1994. Ce qu'il nous faut, vous l'acceptez, de l'eau comme solvant. On a besoin d'éléments qu'on appelle prébiotiques,
du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote pour former ce que vous connaissez, les protéines, les graisses, les sucres. On a besoin d'une source d'énergie. Tout ceci pour alimenter un métabolisme qui consiste à prendre l'énergie du milieu et les éléments chimiques afin de répliquer la matière vivante. Et bien entendu, on a besoin de temps, et un système vivant est dit vivant s'il est capable d'évolution darwinienne. Okay, c'est une définition qui en vaut une autre. C'est celle qu'on utilise quand on va explorer des systèmes extraterrestres. Alors, les astronomes avaient défini une zone d'habitabilité basée en fait sur un seul critère, celui de l'eau liquide en tant que solvant. Et donc ils se sont dit, on connaît plein d'étoiles différentes, il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des chaudes, il y en a des moins chaudes. Donc en fait, en fonction de la distance à l'étoile, je vais pouvoir définir une zone où l'eau peut exister de façon liquide à la surface, stable à la surface. Dans notre système solaire, il n'y a que la Terre qui est dans ce cas-là, plus ou moins. Et vous voyez, en fonction de la taille de l'étoile, la zone habitable se déplace vers l'extérieur du système. Okay. Et on définit la ligne de gel, simplement cette ligne, en fonction de la distance, au-delà de laquelle seulement de l'eau glacée peut exister en surface d'un corps. C'est pour ça que toutes les lunes de Jupiter et de Saturne, quand elles sont composées, quand elles ont beaucoup d'eau, on les appelle les lunes de glace, parce que majoritairement, l'eau est sous forme de glace. Alors découvrons maintenant les lunes de glace du système solaire. Je vous ai mis les principales. Ce sont des gros corps. Vous voyez par exemple Ganymède, qui est une des lunes de Jupiter, est plus grosse que Mercure. Donc ce sont des corps qui sont vraiment de la taille d'une planète pour certains, à part la toute petite Encelade de 250 km de rayon. Vous avez Titan, ici à droite, qui est la seule lune qui a une atmosphère dans le système solaire. C'est très particulier à cette lune. Nous, on va se concentrer sur Europa, Ganymède et Callisto. Par comparaison, voilà la taille de la lune de la Terre. Donc, vous voyez, les lunes de glace, ce sont des gros corps. Sans rentrer dans les détails, on a des preuves maintenant, directes ou plus ou moins directes, de l'existence de cette eau liquide depuis les missions Galileo en particulier, par analyse du champ magnétique autour des lunes. C'est tout basé sur l'induction de Faraday. La prépa n'est pas très loin pour les premières années. Donc, rappelez-vous ça, simplement, on a le champ magnétique de Jupiter qui est stable, et quand on s'approche de la Lune, on voit qu'à cause des variations d'orientation du champ de Jupiter, pour des raisons un petit peu plus complexes qu'on ne va pas détailler ici, on a un courant induit dans la Lune qui génère un champ magnétique qui se superpose avec celui de Jupiter. Donc on a une déformation globale du champ magnétique de Jupiter, et à partir de ces mesures, on arrive à reconstituer le fait qu'il doit y avoir une couche d'eau salée, un conducteur, qui permet de générer ces courants induits. On a aussi des observations d'aurores boréales, plus récemment avec Hubble en UV, et on a... sur la base de ces observations et sur la base de modèles thermodynamiques et d'abondance d'éléments chimiques, on a ces différents modèles actuels des intérieurs des lunes. Vous voyez sur Europe, c'est surtout un corps composé de roches avec un océan peut-être de 50 km d'épaisseur, pas très très loin sous la surface de la glace. Tandis que sur Ganymède, on a probablement une situation beaucoup plus exotique où on a des couches d'eau liquide prises en sandwich entre des couches de glace. Mais honnêtement, à ce stade, tout reste des modèles, et c'est pour ça qu'on va là-bas pour vérifier la validité des modèles. Il est quasiment certain, si vous êtes géologue ou si vous... Ouais, peut-être pas, mais ouais, bon. Bref, des géologues, quand ils voient cette surface, ils sont vraiment excités, ils se disent « Oh, ça a beaucoup bougé, il y a quelque chose en dessous. » Vous avez l'habitude de voir la surface de la Lune, plein de cratères, etc. Ça, c'est une surface morte, géologiquement inactive. Une surface où vous voyez ce qu'on appelle des chaos, avec énormément de variations de couleurs, avec relativement peu de cratères, donc des surfaces fraîches. On se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, ce qui se passe, ce n'est pas de la tectonique des plaques, c'est simplement que les plaques de glace en surface bougent sous l'effet de convection, soit de glace plus chaude en profondeur, directement en connexion avec de l'eau liquide. Donc, si on résume ce qu'on sait actuellement, les estimations actuelles, quand on parle de la planète bleue, la Terre, c'est simplement parce qu'en surface, la Terre a en surface une proportion d'eau importante. Mais les vrais mondes océans, en volume, ce sont les lunes de glace, ici comme Europe. Vous voyez qu'on a à peu près le même volume d'eau sur Terre que ce qu'on s'attend à trouver sous la glace d'Europe. Alors vous allez me dire maintenant, mais comment ça marche? Comment on peut garder de l'eau liquide aussi loin du Soleil alors qu'on est au-delà de la ligne de gel?
c'est là qu'il faut parler rapidement des forces de marée. Alors, les forces de marée, c'est très simple. Vous connaissez ça à partir de la Lune, de la Terre et les variations de niveau des océans. De façon générale, les variations de marée, c'est un différentiel de force gravitationnelle en fonction de là où vous vous trouvez sur l'orbite. Hein. Donc simplement, le corps, vous voyez la Lune ici, l'ovale autour de Jupiter, il va être plus ou moins déformé en fonction de là où il est sur son orbite, parce que son orbite, elle est excentrique. Okay, elle n'est jamais circulaire, vous n'avez jamais une excentricité égale à 0, vous avez toujours un peu d'excentricité. Et si vous êtes suffisamment proche, là, le dessin est exagéré évidemment en termes d'excentricité, mais si vous êtes suffisamment proche de votre planète, vous avez un effet de frottement à l'intérieur de votre Lune qui est lié aux effets de marée. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les volcans qu'on connaît. Io, c'est le corps du système solaire le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. Vous voyez ici un volcan en éruption. C'est lié à toute cette chaleur générée par frottement liée aux forces de marée. Alors, l'excentricité, le problème, c'est qu'elle ne va pas se maintenir. Cette énergie est dissipée et vous allez perdre l'excentricité et donc perdre la source de chaleur, sauf si vous avez ce qu'on appelle dans le système jovien les résonances de Laplace. Alors, les résonances de Laplace, vous allez voir ce petit graphique, c'est une situation de dynamique céleste où vous avez Io, Europe et Ganymède. Quand Io fait... elles sont en résonance 4-2-1, c'est-à-dire quand Io fait 4 tours, Europe fait 2 tours et Ganymède fait 1 tour. Ça veut dire que régulièrement, elles vont s'aligner et elles vont combiner leurs forces de gravité pour repousser un petit peu sur leurs orbites et gagner en excentricité et continuer à entretenir ce phénomène de génération de chaleur par force de marée. Donc ça, c'est un facteur de stabilité très important si on veut que la vie puisse apparaître et évoluer suffisamment de temps, suffisamment de chaleur pour garder l'eau liquide. Alors, je vous ai parlé de la vie dans les habitats profonds. Vous avez tous entendu parler des vents hydrothermaux, mais celui-ci est vraiment particulier. Vous voyez, il date des années 2000. Il a ceci de particulier, je vous ai juste mis ce slide pour que vous voyez à l'endroit où il est placé. Il n'est pas très profond, hein, il n'est qu'à 700 mètres de fond. Il est différent des fumeurs noirs. Vous connaissez les fumeurs noirs? Les fumeurs noirs, ils sont liés à une activité magmatique. Mais quand vous êtes dans une lune de glace de Jupiter, il n'y a très probablement pas de magma. Mais il y a un autre mécanisme qu'on a découvert sur Terre qui fonctionne très bien, ce sont les fumeurs blancs ou les vents alcalins, où la chaleur, en fait, est générée simplement par la réaction entre la roche et l'eau de l'océan sous certaines conditions. Vous avez les conditions de pH, etc. Mais ce qui se passe, c'est une serpentinisation. Vous avez certains minéraux qui, en contact avec l'eau, vont vous générer de la chaleur, de l'énergie libre qui peut être utilisée chimiquement et du dihydrogène. Alors ça, les astrobiologistes étaient totalement excités parce qu'on connaît beaucoup de bactéries sur Terre qui utilisent le dihydrogène en combinaison avec le CO2. Ce sont des méthanogènes, ils fabriquent du méthane, les cours de chimie ne sont pas loin non plus, et fabriquent de l'eau. Okay, et vous voyez, c'est simplement, pour référence, je vous ai mis ici votre respiration, notre respiration d'êtres eucaryotes complexes. Vous utilisez les sucres avec le dioxygène de l'air pour fabriquer votre matière et votre énergie. Là, ces bactéries, elles utilisent le CO2 comme nourriture, comme air, elles respirent le CO2 et elles mangent le H2 pour former de la matière et de leur énergie. Donc, la conclusion de cette partie scientifique, c'est qu'on a étendu la zone habitable, on n'a plus besoin de se limiter simplement à la ligne de gel, on sait qu'il peut exister des habitats profonds, sous certaines conditions, où la roche est en contact avec l'eau pour la serpentinisation et où j'ai des résonances de Laplace pour maintenir mon énergie et ma chaleur, je peux avoir des conditions favorables à la vie telle que nous la connaissons. Okay, donc on va passer à la deuxième partie maintenant qui est un peu plus liée à la mission en elle-même. Je vais vous présenter notre mission spatiale. C'est une sonde interplanétaire typique. C'est-à-dire qu'elle est très grosse, elle fait 6 tonnes. Et vous voyez, si vous voyez les chiffres là, sur les 6 tonnes qu'on a embarquées au lancement, on n'a que 219 kg d'instruments. Parce qu'il faut emmener énormément de carburant pour pouvoir faire toutes les manœuvres dont on a besoin dans le système jovien. Les dimensions, il faut vous représenter quelque chose qui ne tiendrait pas dans cette pièce. Chaque panneau solaire fait 15 mètres de long. Donc c'est, vous imaginez, un bestiau de 30 mètres à peu près de longueur. On a 80 mètres carrés de surface de panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'on est 10 fois plus loin que on est 5 fois plus loin que la Terre.
On est à 5 unités astronomiques. Donc on a, le flux solaire descend en 1 sur R2, donc on a besoin d'une surface de panneau solaire gigantesque. Et vous voyez que la puissance électrique générée, pour ceux qui ont un sèche-cheveux, c'est quoi? C'est inférieur à celle d'un sèche-cheveux. Sèche-cheveux, c'est 1500 watts. Et nous, on va s'en sortir avec seulement 900 watts pour alimenter notre sonde robotisée, pour faire tout ce dont on a besoin. Et regardez, ça m'amusait de voir les transferts de données que vous aviez en jeu vidéo. Nous, on sera content si on a 1,5 gigabits par jour. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, on est très loin et donc les flux de données par radio descendent en 1 sur R2 aussi. Et puis il faut aussi négocier le temps de station au sol. Au total, on se prépare à avoir environ 5000 gigabits de données, ce qui n'est pas énorme. Une mission d'astronomie qui est beaucoup plus proche de la Terre, ils font du terabit par jour. Nous, on est beaucoup, beaucoup plus bas. Donc il faut tout optimiser au maximum. Comme toute sonde interplanétaire, on a les instruments, on a trois types d'instruments. Tout ce qui est caméra, tout ce qui est remote sensing, on regarde de loin, dans l'UV, dans l'infrarouge proche, dans le visible et dans les micro-ondes. On a aussi une chose assez particulière, c'est le radar. Vous voyez cette antenne, c'est un radar qui permet de pénétrer dans la glace et voir les échos pour comprendre les différentes couches qu'on va rencontrer. On a aussi une expérience radio qui est faite avec l'antenne principale et un transpondeur qui permet de mesurer très très finement les effets Doppler sur la trajectoire de la sonde et ainsi dériver les différences de densité à l'intérieur des corps, à l'intérieur des lunes et comprendre comment elles sont fabriquées à l'intérieur. Et on a enfin tout ce qui permet de sniffer un petit peu ce qui est autour. Ça s'appelle les in situ packages, tout ce qui est plasma et gaz. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer la complexité de l'organisation de ces projets. Vous voyez les instruments. Ce n'est pas l'ESA qui construit les instruments. L'ESA construit la sonde. En fait, c'est Airbus qui construit la sonde en suivant les requirements de l'ESA, qui doivent permettre de remplir tous les requirements scientifiques. Et ensuite, ce sont les pays membres qui contribuent chacun un instrument ou une partie d'instrument. Donc vous voyez d'où viennent en fait les principaux instruments. On a aussi on collabore avec la NASA là-dessus pour certaines parties instrumentales, sur le radar et les hautes énergies en plasma. On a aussi une collaboration avec la JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise, et une que je ne connaissais pas très bien avant, mais maintenant un peu mieux, l'ISA, l'agence spatiale israélienne. Okay. Et donc, toutes ces agences et toutes ces universités, il faut vous imaginer qu'en fait, un pays est représenté dans JUICE par une université. Ça peut être des consortiums d'universités, ça peut être des écoles comme la vôtre aussi, qui sont impliquées dans la construction des instruments ou d'un sous-système. Le voyage va être assez long, comme vous voyez. Lancement 2023, on arrive en janvier 2031. Donc ces missions-là, si ça vous intéresse un jour, il faut penser que c'est générationnel. Il y a toujours 2 générations quand on va dans le système solaire externe. Une génération qui construit, une génération qui exploite. J'ai eu la chance d'être sur la mission qui allait vers Saturne avant, comme étudiant et jeune chercheur. Et maintenant, je fais partie de ceux qui vont opérer cette mission-là pour la nouvelle génération qui est en principe, vous, si on compte ensuite une thèse, etc., ou pas, quand on arrive en 2031, vous êtes déjà sur le marché de l'emploi. Le voyage n'est pas si simple, on n'a pas assez d'essence, de propellant pour aller jusqu'à Jupiter d'un seul coup. Donc on est obligé d'utiliser des swing-by, des fly-by des planètes, donc 3 fois la Terre. Vous allez voir, on va revenir 3 fois sur Terre, 1 fois Vénus, pour finalement avoir assez d'énergie. C'est un effet de fronde gravitationnelle pour avoir assez d'énergie pour arriver à Jupiter. Une fois qu'on arrive à Jupiter, l'orbite va être très complexe. Et là, il faut qu'on soit absolument prêt au niveau de la planification scientifique. C'est en partie ça a été mon travail principal pendant un moment, c'est-à-dire être sûr qu'à chaque minute, on sait exactement ce que la sonde, le robot doit faire. Il est programmé en général sur 3 jours. Et chaque jour, donc il a son plan d'observation sur 3 jours. Et chaque jour, il se tourne vers la Terre pour downloader les données qu'il a acquises. Donc on commence par une phase où il va falloir freiner très fort, bien sûr, pour entrer en orbite autour de Jupiter. Si cette manœuvre rate, en juin 2031, la mission est morte. Si tout se passe bien, c'est le cas ici, vous voyez qu'on réduit ensuite l'excentricité de l'orbite. Là, vous voyez qu'elle est inclinée par rapport au plan équatorial de Jupiter parce qu'on veut aller voir les pôles de Jupiter avant de revenir dans le plan équatorial pour faire ce qu'aucune sonde spatiale n'a jamais fait encore, c'est se mettre en orbite autour d'une lune qui n'est pas la lune de la Terre. Donc JUICE va être la première mission spatiale à être en orbite autour d'une lune, et la lune de Ganymède, la lune de Jupiter. Alors comment la mission va se finir? On n'aura bien entendu plus assez de carburant pour s'échapper de Ganymède, donc on va simplement se cracher sur Ganymède
Je suis sûr qu'il y a des questions là-dessus, mais il n'y a pas de problème. C'est le plan on est obligé de respecter des règles de planetary body protection qui sont générées au niveau international et on doit absolument s'assurer que quand on termine une mission, on le fait de façon propre. On peut discuter plus tard si c'est propre de se cracher sur Ganymède, mais c'est un sujet assez infini en fait. Voilà, les éléments d'une mission, ça vous donne aussi une idée des différents types de boulot que vous pouvez avoir dans l'exploration spatiale, scientifique. Le lanceur, bien entendu. Ensuite, vous avez tout ce qui est construction aéronautique. Donc ça, c'est Airbus. Il y a toujours pour l'ESA, il y a toujours un contractant principal. Il y a eu une lutte à l'époque entre Alcatel et Airbus. Enfin, une lutte, c'est-à-dire il y a eu un appel d'offres, ça s'appelle. Et c'est Airbus qui a gagné. Ensuite, on a le réseau des antennes NASA ou ESA. Donc ça, c'est aussi tout un domaine en particulier. Les sondes spatiales sont dirigées depuis l'ESOC à Darmstadt en Allemagne, c'est près de Francfort. Ensuite, vous avez le centre dont je viens, c'est Madrid, c'est dans la banlieue de Madrid, où on s'occupe de tout ce qui est opération scientifique. Donc dire au robot ce qu'il doit faire, c'est-à-dire pour rendre les gens qui ont fait les instruments le plus contents possible, mais surtout, le but final d'une mission qui est faite sur les impôts des gens, c'est de délivrer des données de façon publique et accessible à tous. Donc ça, c'est la mission principale. Au bout de 6 mois, il y a 6 mois de données propriétaires. Pendant 6 mois, les constructeurs des instruments peuvent faire ce qu'ils veulent avec les données, et publier en particulier. Mais au bout de 6 mois, vous avez accès via une interface web, qui est le Planetary Science Archive, à toutes les données générées par la mission de JUICE. Je voulais vous montrer un tout petit peu, parce que j'ai découvert ça moi-même, c'était ma première mission au niveau de développement. Vous voyez à quoi ça ressemble quand on manœuvre ce type de mission de centre en centre pour faire des tests. Elle est déplacée simplement dans les couloirs avec des chariots, comme ça. Vous voyez ici, c'est chez Airbus, je crois. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a des satellites de cette taille partout, télécommunications encore plus gros, et des fois, ils n'arrivent pas à passer les virages dans les couloirs, ils restent coincés avec le chariot. Donc, il y a une sorte de contraste entre la modernité de la mission et puis les façons un peu archaïques de déplacer les choses, mais je crois qu'il n'y en a pas de meilleur. En parlant d'essayer d'être créatif avec des solutions techniques, comment est-ce qu'on teste des systèmes qui doivent opérer dans l'espace, mais on a la gravité terrestre qui nous gêne? Vous voyez ici un ballon d'hélium qui est attaché au mât, donc c'est le mât sur lequel on aura le magnétomètre. Il faut absolument qu'il se déploie dans l'espace comme c'est prévu, et donc on teste avec un ballon d'hélium pour simuler l'absence de gravité. Tout s'est bien passé, mais bon, ces tests sont vraiment fondamentaux. Pareil avec les panneaux solaires. Si vos panneaux solaires ne se déploient pas, c'est la fin de la mission. Donc là, c'est compliqué. Mais donc ils ont testé à l'époque uniquement la partie, vous avez vu que les panneaux étaient en forme de croix, donc ils ont testé que la partie latérale, pas verticale. Et vous voyez ici, ça vous donne une idée aussi de la taille des panneaux. C'est juste un côté, c'est les 15 mètres d'un seul côté. Et ils vérifiaient là que tous les mécanismes fonctionnent bien. Juste accélérer un petit peu. Je voulais aussi vous parler de cette histoire rapidement. Vous savez que sur toutes les coiffes d'Ariane Espace, d'Ariane 5, il y a un symbole de mission. Il y a eu un concours à l'époque pour trouver le logo de la mission, et c'était avant la guerre en Ukraine. C'était avant, mais je suis bien content que ça soit terminé comme ça. Donc c'est cette petite fille qui a gagné, et vous voyez ici sur la base de lancement, la base de tir, son dessin est là, et vous verrez, c'est un des symboles de la mission. Voilà, alors ensuite, ça c'est ce qui s'est passé le jour du lancement, avec le déploiement en vol. Je vais vous le mettre ici. Attendez. Parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc déjà, les images du lancement sont absolument magnifiques. Elles ont été tournées par Ariane Espace en haute définition. Elles sont accessibles publiquement, vous pouvez les trouver sur YouTube, etc. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé ensuite. Donc ensuite, c'est la phase Low Earth Orbit. Donc, une fois qu'on a jeté tout ce qui est devenu inutile de la fusée, il y a cette phase d'éjection. Cette phase s'est bien passée. On a eu l'acquisition du signal au-dessus de l'Australie. Et ça, c'est la phase de déploiement. Donc, vous voyez que le déploiement de tous les sous-systèmes de JUICE est assez complexe. Vous avez vu les panneaux solaires, Medium Gain Antenna, vous voyez le radar, et ça ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Et vous voyez ici le magnétomètre, plus d'autres antennes encore de science, et encore 4 autres antennes. Voilà, c'était en accéléré, bien entendu. Tout ce déploiement a pris 15 jours.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est resté bloqué avec le radar. Donc l'antenne radar, vous le voyez sur ces photos-là, elle était repliée. On ne voit pas très bien sur cet écran, mais bon. Vous avez vu que l'antenne radar était repliée en 3 et devait s'ouvrir. On est resté coincé au numéro 2. Donc là, ça a été quand même un moment difficile. Et les solutions qui ont été mises en place pour décoincer, ça a été utiliser les moteurs principaux pour secouer. On a violé toutes les règles de thermique de la sonde, c'est-à-dire qu'on a tourné vers le Soleil des faces qui devaient rester à moins 80 degrés, mais on s'est dit que c'était à cause d'une contraction métallique, ça avait gardé le mécanisme. Donc on a tourné vers le Soleil, donc on a chauffé, on a secoué, rechauffé, resecoué, et finalement ça s'est bien déployé. Vous voyez ici, c'est assez spectaculaire ça d'ailleurs. Vous voyez, c'est des images prises. On a une caméra à bord qui sert qu'à ça, à vérifier le déploiement des sous-systèmes. On avait hésité à la mettre pour des raisons de coût. Et au final, ça a été bien utile, puisqu'on voit effectivement que le morceau qui manquait de l'antenne radar s'est bien déployé. Voilà, c'est mon dernier slide. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette application. Vous pouvez l'avoir sur les téléphones portables. Where is Juice Now? Donc là, c'est aujourd'hui. Vous voyez, on a une trajectoire assez compliquée. Mais on est repassé devant la Terre, là, et on est en route pour notre survol de la Terre et la Lune en août de l'année prochaine. Voilà, vous pouvez voir ça de façon interactive et jouer avec la trajectoire, voir où on va, d'où on vient, etc., etc. Et voilà, ça conclut ma présentation.